Bonjour. Donc je me présente, je suis enseignant de statistique à l'Université Paris-Saclay, je suis pédopsychiatre. Donc je ne fais pas partie de la communauté des pharmacologues et des thérapeutes, donc je vous remercie d'autant plus de m'inviter pour cette expérience transculturelle. Comme conflit d'intérêt, il y a que je suis consultant en statistique pour la plupart des firmes pharmaceutiques et parfois pour ces questions de nouvelles technologies statistiques appliquées à la recherche clinique. Alors, la question de la table ronde, peut-on se passer de l'expérimentation humaine, j'ai pris ça comme une provocation transhumaniste. Parce que, en fait, alors d'abord, on va voir, c'est quand même un fantasme humain de vouloir simuler la réalité. Parce que la réalité est dangereuse. Et que si on arrive à la simuler, alors on peut se prémunir du danger. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait sans arrêt, quoi. Sans arrêt, on simule la réalité pour anticiper ce qui va nous arriver, et ça marche pas si mal que ça, en réalité. Mais si on le fait concrètement, scientifiquement, en fait, c'est très compliqué. Et il suffit de voir, même pour les physiciens, c'est très compliqué. Et il y a un exemple assez grave qui montre à quel point c'est compliqué. En 1994, vous savez que la France a décidé d'arrêter de faire exploser des bombes atomiques. Et puis Jacques Chirac a repris en 1994 aussi. Et en 1996, il s'est arrêté, disant qu'on avait assez de données pour faire des simulations. Mais en fait, moi je pensais que c'était des simulations numériques. Et en fait, pas du tout. On a construit un laser mégajoule et en fait, on a remplacé quelque chose dans la vraie vie par une expérimentation de laboratoire. Mais c'était une expérimentation de laboratoire. C'est-à-dire qu'on a simulé une explosion nucléaire avec des lasers, etc. Parce que, en fait, une simulation numérique d'explosion nucléaire, il semblerait que, alors la première expérimentation du laser mégajoule c'est 2014, donc c'est quand même pas vieux, mais même aujourd'hui c'est compliqué, alors que les lois de la physique sont beaucoup plus simples que les lois de la biologie. Hein. Donc voilà, donc en fait, alors d'un côté c'est sûrement pas possible, comme ça a été dit, c'est sûrement pas possible de se passer des expérimentations humaines. D'un autre côté, en fait, il y a toujours de la théorie quand on évalue des traitements ou quand on fait de la recherche médicale. Vous voyez, on est dans un entre-deux. Et d'ailleurs, quand on regarde historiquement les débuts de l'évaluation expérimentale des médicaments, quelque part, il n'y avait pas tant que ça d'expérimentation humaine. Hein. Quand vous regardez Claude Bernard, qui est quand même un peu le symbole de ça, eh ben, il dit, vous savez, il faisait des modèles animaux, et il dit, il faut trouver la cause des maladies, mais la cause des maladies sur des modèles animaux, et c'est en sachant comment les traitements agissent sur la cause que l'on saura que le traitement est efficace sur les patients, avec comme conséquence les antibiotiques, les vaccins, etc., où c'est vrai qu'on trouve le germe, on met le germe dans une boîte de pétri, on met une molécule dans la boîte de pétri qui tue le germe, donc l'antibiotique est efficace sur le patient. Et quelque part, vous voyez, il n'y a pas eu vraiment d'expérimentation humaine. D'ailleurs, c'est ce qu'écrit Harry Marks dans son livre sur l'histoire de l'évaluation des thérapeutiques scientifiques pendant le XXe siècle, qui est un très bon livre. Et cette pensée très théorique de l'évaluation des thérapeutiques se retrouve aujourd'hui quand on voit par exemple l'évaluation des corticelles, où pour beaucoup de collègues, en fait, le mécanisme d'action est tellement spectaculaire qu'il n'y aurait pas besoin d'expérimentation humaine ou alors juste d'un suivi d'une cohorte de 10 ou 15 patients. Donc on voit quand même que cette tension, elle existe. Alors bien entendu, ici il y a des pharmacologues et vous savez qu'en fait c'est une prétention démesurée, quoi. J'ai appris, on m'a démontré au tableau quand j'étais étudiant en médecine que les bêta-bloquants étaient contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque parce que c'est logique. Bon. De la même façon, je crois que c'est en 88, il y a un essai randomisé qui montre que la frécaïne antiarythmique peut être intéressant en post-infarctus, et puis quelqu'un a la bonne idée de faire un essai randomisé avec comme critère d'efficacité la survie, et aux surprises, ça tue plus de gens que le placebo.
Donc voilà, la réalité humaine est terriblement compliquée. Alors, vous me direz, c'est rare. Hein, c'est des histoires de chasse qu'on sort, c'est rare. Sauf que ben, quand on regarde, quand les essais arrivent en phase 3, normalement, avant, on a fait plein de choses. Ben, beaucoup d'essais en phase 3 ne sont pas conclusifs. Hein, alors qu'on a plein de données biologiques, précliniques et des petites données cliniques qui sont en faveur. Et si les industriels mettent de l'argent dedans, c'est qu'ils y croient. Hein. Or, régulièrement, ça ne marche pas. Donc, on voit vraiment que c'est compliqué. Alors, je parle des essais randomisés, mais en fait, les essais randomisés, quelque part, c'est une simulation. D'ailleurs, quand on dit les essais randomisés, c'est pas la vraie vie, bah, si c'est pas la vraie vie, c'est une vie simulée, quoi. C'est pas réellement ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça a été présenté tout à l'heure, on prend des critères d'efficacité, les PICO, vous savez, on prend des critères d'inclusion très particuliers, des outcomes dans le diabète de type 2, on prenait l'hémoglobine glyquée, et ça c'est un modèle, vous voyez, parce que la plupart des patients qui ont un diabète de type 2, leur hémoglobine glyquée, ils s'en fichent complètement, c'est pas leur problème. Et donc, mais on sait, nous, on croit savoir que l'hémoglobine glyquée, c'est le problème du diabète de type 2. Comme vous le savez, entre les diabétologues et les médecins généralistes, ils se chamaillent pour savoir si c'est vrai ou pas. Et donc, voilà, ben en fait, on simule le devenir d'un patient diabétique avec l'hémoglobine glyquée, et on l'accepte. Donc, en fait, on est vraiment dans un entre-deux. On est dans un entre-deux, et ce qui se passe aujourd'hui, et je crois que ça a été un peu un consensus dans ce qui a été dit, peut-être qu'aujourd'hui, comme les technologies s'améliorent, peut-être que cet entre-deux va aller dans un sens plutôt que dans un autre. Sachant qu'on a de nouvelles datas, et donc l'on pourrait faire d'autres simulations. Alors, en fait, quand on regarde ce que proposent les collègues qui font ça, quelque part, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelait un modèle d'effet. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de modéliser l'effet qu'une thérapeutique va faire sur des sujets. Or, c'est un truc très ancien. Je me souviens, Jean-Pierre Boissel, qui est un de vos collègues, faisait il y a 20 ans des modèles d'effet, mais c'était en français. Alors, aujourd'hui, on dit Simulated Treatment Comparison, donc c'est quand même... c'est plus tendance. Alors, où sont les avantages, où sont les inconvénients? Je commence par les inconvénients. L'inconvénient numéro 1, c'est la non-linéarité. C'est-à-dire que, d'ailleurs on l'a vu dans la présentation sur la pharmacocinétique, pharmacodynamique, c'est non-linéaire. Or, la non-linéarité à modéliser, c'est horrible parce que ça augmente le nombre de sujets qu'il faut inclure. Et d'ailleurs, en médecine, on ne fait jamais de non-linéarité. Ou quand on la fait, c'est vraiment avec un pistolet dans le dos parce qu'on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, la plupart des modèles, les modèles linéaires généralisés, en fait, sont linéaires. Et déjà, rien que quand on met un terme d'interaction, c'est une catastrophe. Donc, ou même un carré. Alors, on pourrait dire, oui, mais on a des big data, donc quand on a beaucoup de sujets, on peut capturer la non-linéarité. Ben oui, mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, vous imaginez le nombre de paramètres qu'il y a dans un sujet vivant humain, mais quelle est la taille de l'échantillon maximal? Ben 10 milliards. 10 milliards, c'est pas tant que ça. Ben oui, on peut faire très bien un calcul. Imaginez que vous ayez 10 000 paramètres et que vous ayez des interactions d'ordre 3, ça fait 10 000 au cube. 10 000 au cube, on n'a pas ça en stock. Et même, il y a des gens qui disent qu'il n'y aura jamais 10 000 au cube humains sur Terre dans l'histoire de l'humanité. Les paléodémographes ont calculé combien il y a eu déjà d'humains qui ont vécu sur Terre depuis Homo sapiens sapiens, et puis en calculant ce que ça pourrait devenir, en fait, le stock d'humains disponible est... Et peut-être, donc, c'est peut-être un fantasme de créationniste complètement fou de penser que les humains vont pouvoir se modéliser. En fait, c'est possiblement, et même vraisemblablement, complètement impossible. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Donc, un, c'est peut-être impossible, et deux, alors la non-linéarité fait qu'il y a des complications qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire, quand on a un modèle linéaire, l'effet du traitement sur un sujet moyen n'est pas égal à la moyenne des effets sur les sujets. Et donc, en fait, ça a comme conséquence que l'effet de santé publique n'est pas le même que l'effet clinique, quelque part. Et ça, c'est quelque chose, c'est un tabou. Vous savez, en stats, on a les modèles conditionnels, les modèles marginaux. En fait, c'est un mot compliqué pour dire que c'est ça, en fait. Et on peut avoir des résultats complètement différents entre un modèle conditionnel et un modèle marginal. Et quand on doit dire aux étudiants lesquels il faut utiliser, et en quoi c'est vraiment, en fait, on est très embêté. Voilà, donc cette histoire de non-linéarité est quand même un vrai problème. Je pense, en fait, c'est quelque part, c'est presque quelque chose de métaphysique, quoi. Vous voyez, la non-linéarité qui fait l'imprédictibilité. Hein. Vous savez, le théorème des trois corps, c'est non-linéaire. Rien qu'avec trois corps, asymptotiquement, on ne peut pas savoir. Il y a eu un livre de science-fiction qui a été écrit dessus, qui est chinois, qui est extrêmement intéressant. Quelque part, il y a une profonde imprédictibilité dans l'évolution de la matière et donc encore plus de la vie. Alors ça, c'était le côté négatif. Le côté positif, alors il y a de nouvelles technologies. Alors, il y a le big data et l'IA. Bon, alors, c'est vrai, il y a des grands jeux de données, il y a de l'intelligence artificielle, mais attention aux effets de rhétorique. Disons qu'il y a, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a de nouvelles technologies statistiques intéressantes, qui sont des développements d'outils qui existaient déjà, mais il faut savoir que du temps de Fisher, Neyman et Pearson, n égale à 100, c'était déjà un big data. Et d'ailleurs, les tests statistiques, le test de Student était fait pour n égale 10, parce qu'en fait, le plus souvent, ils avaient ça comme jeu de données. Et donc, ils pensaient, ça c'est très important de le savoir, à l'époque, ils ne pouvaient pas penser avoir n égale 100 000. C'était conceptuellement impossible. Ce qui fait d'ailleurs que les outils qu'ils ont développés sont sûrement difficiles à utiliser quand n égale 100 000. Et c'est là qu'on voit tous les problèmes de la génomique, des petits p avec la génomique, etc. Donc, il y a des nouveaux outils, et ces nouveaux outils ont un intérêt réel. Alors, on parle de jumeaux, etc., de simulation. Moi, je suis pas contre, il faut tester, quoi. Il faut tester, il faut voir ce que ça peut amener en pratique, mais je suis persuadé que de la même façon que utiliser un modèle mixte, ça a un peu amélioré les essais randomisés par rapport à l'OCF et au test T, un peu. Hein. Ça a un peu amélioré, et que du coup, ces nouvelles technologies permettront d'améliorer la recherche clinique, j'en suis persuadé, et peut-être même plus la recherche médico-économique. Vous voyez, peut-être même plus tout ce qui est du registre de la santé publique, plus que de la recherche clinique. Parce que la santé publique, elle est grand, et qu'on a besoin d'estimateurs sur ce qui se passe dans la société. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, en fait, moi j'aimerais aborder une autre question, c'est pourquoi on est aussi excité par cette idée de vouloir supprimer l'expérimentation humaine? Parce qu'on pourrait dire, ah, mais c'est pour des raisons éthiques, c'est pour ne pas... Mon œil, tiens, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Alors, il y a des raisons, alors des raisons évidentes, des raisons éthiques, ok. Il y a une autre raison éthique, enfin, qui n'est pas éthique justement, c'est que c'est branché. Hein. C'est branché, d'abord on parle en anglais, donc comme je vous l'ai dit, c'est branché. On utilise de la technologie, c'est branché. On utilise des mots incompréhensibles, et ça c'est un truc des mathématiciens, quand ils écrivent des trucs qu'il n'y a qu'eux qui comprennent, ils ont l'impression d'être plus intelligents que les autres. Et donc voilà, bon, c'est humain, c'est comme ça, mais il ne faut quand même pas être dupe. Alors après, on dit ça va aller plus vite. Ok, c'est possible, mais est-ce que c'est bien d'aller vite? Quand on développe un médicament, est-ce que c'est bien d'aller vite? Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On va dire, c'est bien, il faut que les patients aient les médicaments les plus vite possible,
Ben, regardez dans l'histoire du développement du médicament, vous le savez mieux que moi, quand on va vite, souvent on fait des conneries. Donc il faut aller lentement. Voilà. Alors après, un problème qu'il y a quand même avec ça, c'est que, et ça c'est vraiment pas dit, c'est que tous ces trucs-là, comme c'est compliqué, ça se bidouille. Or, dans le domaine de l'évaluation des thérapeutiques, il y a des conflits d'intérêts colossaux, financiers, mais pas que financiers, pas que financiers. Et il suffit de voir entre les chirurgiens oncologues et les oncologues qui a raison, etc., même dans leur façon de conceptualiser la maladie, etc. Il y a des conflits d'intérêts très forts qui font que, consciemment ou inconsciemment, et souvent c'est plus inconsciemment que consciemment, eh bien on a envie de peindre la vie en rose ou en vert ou en gris. Voilà. Et que ben, si on a des outils un peu compliqués, eh ben, on va utiliser les outils de façon à ce que ça dise ce qu'on a envie de dire. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, de mon point de vue, c'est la force numéro 1 de laisser randomiser et contrôler, ce qui est extrêmement critiquable et que je critique beaucoup, mais au moins c'est pas facile à bidouiller. Et pourtant, il y a des gens qui s'en privent pas, mais c'est pas facile à bidouiller, parce que justement c'est simple, on tire au sort, et puis à la fin on fait un test T, et puis s'il y a un contrôle qualité, ben voilà. Alors que dès qu'on fait un truc observationnel, etc., ben il y a un modèle, et la façon de fabriquer le modèle, ben c'est compliqué, on peut mettre des variables, ne pas les mettre, etc. Et plus les modèles sont compliqués, moins les gens peuvent les critiquer. Et puis vous imaginez la HAS, qui est une institution extrêmement respectable et de grande qualité, ben, sauf qu'ils n'ont pas, les statisticiens qu'il faut et les méthodologistes pour pouvoir critiquer des méthodes statistiques hyper compliquées. Et donc, et le MA c'est mieux, mais c'est pas loin aussi. Et donc du coup, là, il y a un problème de fond, c'est qu'il faut faire confiance aux gens. Ben ouais, mais dans le domaine de l'évaluation du médicament, la confiance, j'ai rien contre, hein, mais non, mais c'est vrai qu'en science, il faut faire confiance, hein, c'est vrai. Alors, donc il y a un problème, et puis, alors, vous voyez, même ça va plus loin que ça, rien que des méta-analyses en réseau. Récemment, j'en voyais une pour une firme, je regarde, alors, il y avait des maths partout, hein, mais une discussion de la comparabilité des études, juste une discussion clinique de la comparabilité des études, il n'y avait rien du tout. Vous voyez, la tentation, c'est de vraiment ensevelir la discussion sous des trucs numériques pour ne pas voir qu'en fait, les vraies questions, souvent, sont des questions cliniques sous-jacentes, d'homogénéité des populations, de savoir si ben, l'âge, c'est important, etc., etc. Et ça, c'est pas numérique, ça, c'est un input clinique. Alors, il y a, de mon point de vue, au-delà de ça, des raisons sociétales profondes. Profondes, qui nous touchent tous, au-delà de la recherche. Et ça concerne, dans notre façon de vivre, la question de la marginalisation de la réalité. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous savez, dans la réalité, si vous regardez des vidéos animalières, ce qui interroge les animaux quand ils se lèvent le matin, 1, manger, 2, ne pas être mangé, et si tout ça se passe bien, se reproduire. Ben nous, tout ça, c'est plié. C'est-à-dire qu'on mange plus qu'il ne faut, on n'est pas mangé, et même on meurt très vieux, parfois trop. Et puis la sexualité, ça, effectivement, c'est plus compliqué. Mais sinon, on vit. Alors, heureusement, il n'y a pas de clim ici. Sinon, il y aurait de la clim, et alors à ce moment, on ne se rendrait même pas compte qu'il fait chaud. Donc là, il fait chaud, et c'est très bien. Voilà. On est en accord avec l'univers, il fait chaud. Après, néanmoins, il y a ça qui est éclairé, vous voyez, il y a des images, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pas la réalité, ça, c'est un truc complètement abstrait, et c'est même fait avec des ordinateurs, enfin, et donc, en fait, pour le dire en 2 mots, on est dans la matrice, en fait, on n'est pas dans la réalité. On est dans la matrice, c'est-à-dire, on est dans un univers qu'on se construit ensemble, et on est bien dedans. Et d'ailleurs, ça a même été théorisé par des philosophes. Hein, Marcus Gabriel, qui est un philosophe allemand jeune, extrêmement brillant, qui travaille sur qu'est-ce que la réalité dans nos sociétés aujourd'hui. Et il dit, avec provocation, il existe une licorne en uniforme de police sur la face cachée de la Lune. Elle existe parce que je pense qu'elle existe. Et donc, la question n'est pas de savoir si ça existe ou pas, la question est de savoir comment ça existe. C'est-à-dire, il y a des existences
matérielles, il y a des existences psychologiques, il y a des existences sociales. Tout ça, c'est des existences. Et la question, c'est comment ça existe. Et en médecine, on a un peu ça aussi. Certains d'entre nous, nous avons fait des autopsies de cadavres en deuxième année de médecine. Ça ne se fait plus. Vous voyez, il n'y a plus. Aujourd'hui, on fait de l'anatomie avec des représentations sur des ordinateurs. Donc, et puis, même avec nos patients, j'ai une collègue dermatologue. Un jour, une patiente est arrivée en lui disant « Regardez, docteur, j'ai un truc dans le dos, il est photographié, c'est ça. » Donc, ma collègue lui dit « Mais déshabillez-vous, on va le regarder. » « Non, 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 c'est ça. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, la réalité de la lésion, elle est dans le smartphone, elle n'est pas sur la peau. Alors, est-ce que c'est un problème? On prend la vie, quand on est médecin, on prend la vie comme elle est, les patients comme ils sont, mais d'un autre côté, c'est un problème, parce que si on reprend l'allégorie de Marcus Gabriel, personne n'est arrivé aux urgences après avoir eu un trauma crânien dû à un coup de sabot de licorne. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Donc la réalité, ça n'est pas la matrice. La réalité, ça existe. Et en médecine, ça existe. Et donc du coup, bien sûr que nous aurons toujours besoin d'expérimentation humaine. Parce qu'un jour, quel que soit le traitement, il y aura un humain qui, pour la première fois, prendra ce traitement. Et ce jour-là, ça sera vrai. Et donc nous avons besoin d'expérimentation humaine parce que c'est une injonction éthique. Merci pour votre attention.